Salut tout le monde, c'est Capet. Exceptionnellement, il n'y aura pas Picsou. Picsou est au Token 2049, une conférence crypto à Dubaï avec le reste de l'équipe. Je ne les ai pas suivis pour la simple et bonne raison qu'il faut bien aussi des gens qui soient là dans l'équipe pour pouvoir exécuter un petit peu. Qu'on se le dise, hein, Picsou, 0x Leroux, Hugo, ils s'arrachent la tête depuis des semaines, des mois. Moi, j'ai un peu plus levé le pied, donc c'est bien aussi que de temps en temps, ça tourne. Donc du coup, voilà. En plus, ils sont pas en mode full vacances, hein. Ils sont là pour aller faire du réseau, etc. Et ils sont bien meilleurs que moi sur ce sujet-là. On s'est d'ailleurs rendu compte pendant cette conférence PBW, parce qu'on était à Paris cette semaine tous ensemble en conférence, que en fait, moi, je suis très à l'aise sur les événements type hackathon ou plus techniques. Eux sont plus à l'aise justement sur ces événements plus B2B, plus business. Donc on apprend hein, petit à petit aussi à gérer ce genre de choses pour avoir des discussions vraiment sympas. Donc programme du jour, eh ben, on va revenir sur ce qui se passe parce qu'effectivement les alts ont pris très cher. Voilà, il y a un contexte géopolitique, il y a aussi, franchement il s'est passé plein de trucs, alors beaucoup de rouge. Je ferai pas d'analyse technique, pas vraiment, mais voilà. Pourquoi ce rouge? Eh bien, comme d'habitude, hein, quand tu te tapes des semaines et des semaines de vert, au bout d'un moment, il faut bien que ça se retourne. Donc là, déjà, il y a le côté normal, sain. Mais mis à part ça, il y a aussi, à mon sens en tout cas, une situation géopolitique. Donc, si vous voulez, on est dépendant de tous les éléments. Ne partez jamais du principe que vous êtes dans les crypto-monnaies, donc vous êtes complètement décorrélé du système. Vous ne l'êtes pas. Il y a un consensus social à un moment donné. Voilà, non, c'est pas 6062 $ pour le Phantom, c'est qu'il n'y a pas le 0, il n'y a pas le 0, devant parce que le screenshot est pris sur téléphone. Mais bon, bref, tout ce que je veux vous dire, on va essayer en fait, pas de parler politique pour parler politique. Déjà, je sais que vous aimez pas ça et puis ça vous intéresse pas forcément, mais l'intérêt c'est plutôt d'essayer de mieux cerner ce qui se passe pour justement éviter de perdre des sous. Donc, bon, ce contexte géopolitique, il a toujours été là, hein, je veux dire, depuis la Seconde Guerre mondiale, 1948, hein, pour être exact, ça a toujours été là. C'est juste que là, ça s'est accéléré un petit peu et que ça sert aussi de bon prétexte pour pouvoir retourner un peu les marchés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les marchés sont cycliques. Donc, il y a des moments où les gens... bon, bah, quand tu envoies du négatif, ok, ça vend, mais au bout d'un moment, le côté vendeur, il s'essouffle. Et puis, on commence à moins absorber le négatif et se concentrer un petit peu plus sur le positif. Là, on a quand même des choses extrêmement positives, c'est-à-dire qu'on a eu une année 2022, je parle des cryptos, hein, bien sûr, hein, 2022 très dure, une année 2023 très dure. Attendez, est-ce que j'ai Zoomit d'ouvert? Non. Je me suis gardé un chat GPT d'ouvert si jamais on a besoin de processer de l'information. Trading View super graphique. J'ai reformaté mon PC aussi, donc voilà, tout est en mode à la zone. Donc ouais, ce que je disais, sans faire de l'analyse technique à proprement parler, mais vous voyez, voilà, on a un cycle. Ensuite, bon bah, tout le monde est euphorique, ça s'essouffle. Bon... On a pu repartir, on a pu prendre un petit peu plus de jus sur BTC. Et après, voilà, on passe dans une nouvelle mouvance. La mouvance, c'est le négatif. Et qu'on se le dise, les news négatives n'ont pas arrêté à partir de 2022. On a eu le crash Luna, on a eu les cascades de liquidation en puissance, on a eu la déclaration de la guerre en Ukraine, où ça a vraiment officialisé. Il y a eu une invasion... Ça s'est passé en février 2022, souvenez-vous. Et donc, ça a eu un impact sur les marchés. Merci beaucoup pour ceux qui sont là régulièrement sur les lives. Et donc, en fait, tout ça a fait que bah, les gens, ils n'en pouvaient plus, quoi. On les fusille de mauvaises nouvelles. Ils sont en mode, bah, les bonnes nouvelles, je m'en fous. Et ça plonge et ça plonge. Et puis, à un moment donné, bon, bah, on a fait le tour des mauvaises nouvelles. Et en fait, ce qui a été intéressant à constater, déjà, d'une part, c'est que quand il y a eu en octobre... C'était en octobre 2023, hein, c'est ça, hein, l'attaque terroriste du Hamas en Israël, bah, tu vois, tu aurais pu te dire, ah vas-y, ça va être encore pire, ça va être vraiment la 3e guerre mondiale, ça va être le bordel et tout. Et en fait, ça a moins eu d'impact sur les marchés. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ça envoie un signal aussi qui est, c'est bon, on les a épuisés, quoi. On les a épuisés avec ces mauvaises nouvelles, allons de l'avant. Donc il y a eu ça, ensuite il y a eu ETF Bitcoin, et puis on est passé en mode bonne nouvelle. Donc ça pousse. Là, les faits très récents font que bah,
sur BTC, ça plonge pas trop. Du côté des alt, vous l'avez vu, ça plonge beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce que ça va donner? C'est un petit peu difficile à dire parce que, en fait, si vous voulez, sans rentrer dans les détails, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'Iran, jusqu'à présent, a toujours fait ses guerres par proxy avec différents groupes, avec différents pays. Et là, ça s'est moins passé par proxy. Ils ont envoyé des missiles directement en Israël. Et donc là, comme d'hab, Israël et ses alliés, ils ont dit, écoutez, nous, par légitime défense, on va devoir renvoyer. Et là, l'Iran, ils ont directement désactionné un petit peu le conflit. Si on va sur le tweet de Snowden, sur le Twitter Snowden, on peut voir qu'il y a eu un communiqué de l'Iran pour dire, conformément à la Charte des Nations Unies relative à la légitime défense, l'action militaire de l'Iran était une réponse à l'agression du régime sioniste, donc régime d'Israël, etc. Donc, ils sont passés en mode, on vous a envoyé des missiles, nous, c'est de la légitime défense, point, le débat est clos. Et ensuite, ils terminent par les États-Unis doivent rester à l'écart. Et il faut savoir que Joe Biden, président des États-Unis, a dit que les États-Unis pourront soutenir comme ils l'ont toujours fait, mais n'enverront pas au front directement les Américains. Parce qu'en fait, s'il dit l'inverse ou s'il clarifie pas cette position, ça veut dire que on augmente encore l'escalade et le but c'est pas de se dire on va tous s'entretuer. C'est clairement pas le but. Pour ce qui est, on me demande dans le chat, l'ambassade d'Iran n'a pas été bombardée avant, machin. J'ai lu à ce sujet-là et je vais dire honnêtement, je ne sais pas. Peut-être, et je ne prends pas parti pour personne. C'est juste que, en gros, qu'est-ce qui est dit dans ce communiqué? L'Iran va dire, ouais, en fait, si Israël arrête ce qui se passe à Gaza, nous, on continue pas. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, il va se passer un truc. À chaque fois, tu as Israël ou la Palestine, machin, il va dire c'est pas moi, c'est l'autre qui a attaqué en premier. Et c'est un serpent qui se mange la queue, en fait. Tout ce qu'on peut souhaiter, en fait, dans le pire des cas, c'est que l'Iran gonfle encore le pec et continue d'y envoyer. Que Israël et ses alliés pètent un plomb et soient beaucoup plus frontal. Et qu'à ce moment-là, parce que l'Iran est allié à la Russie s'en mêle. Et tu pourrais te dire, oui, mais la Russie, elle a déjà des chats à fouetter. T'inquiète pas, s'il faut renvoyer plus de soldats, ils enverront plus de soldats. Au jeu de la connerie, parce que voilà, c'est la guerre, moi je suis pas pro-guerre du tout, qu'on se le dise. On peut y envoyer beaucoup plus loin. Et si on va rentrer encore plus dans le calot, sans rentrer dans le chapeau d'alu, il faut savoir que très généralement, quand il y a un conflit beaucoup plus frontal, ce qu'on appelait avant les guerres mondiales, parce que avant c'était du frontal. Après il y a eu la guerre froide, etc. C'était moins frontal. C'était plus guerre en sous-main, guerre de l'information. Là en fait on pourrait s'imaginer que la Chine qui nous dit depuis longtemps que Taïwan lui appartient, elle y envoie aussi. Mais quel est l'intérêt d'un point de vue business de tout foutre par terre? Franchement je le vois pas. La Chine, c'est un pays pro-business qui travaille avec l'Occident, qui travaille avec tout le monde. Elle est très contente de vendre sa marchandise aux Occidentaux et au reste du monde d'ailleurs. Donc, pas d'intérêt, à mon sens. Pas d'intérêt d'escalade non plus du côté de l'Iran en réalité. Donc, voilà. Moi, je vous dirais, ne soyez pas naïfs dans le sens où, et là on revient aux crypto, si vous êtes surexposé à ce marché, c'est-à-dire que, ok, vous êtes rentré un peu tard, ou vous avez beaucoup de sous et vous avez pris une perte assez énorme, ok, moins 50% peut-être, vous avez pris moins 50% sur votre portfolio parce que justement vous êtes beaucoup dans les alts et que forcément, ça fait mal, mais vaut mieux prendre moins 50% que prendre beaucoup plus. Donc, c'est toujours mieux de se désexposer avant ou de se hedger. Mais voilà, si là vous avez fait énormément d'argent ces derniers mois et que ça change votre vie, donc vous êtes à des fois je sais pas combien, peut-être que ça peut être intéressant de se désexposer un petit peu. Je pense que Picsou serait là, il aurait un discours complètement différent, mais Picsou il fait du levier, il sait shorter, il sait se hedger. Je pense que je m'adresse à des gens qui font principalement du spot, donc forcément le biais n'est pas le même. Penses-tu qu'il est possible qu'à la réouverture des bourses traditionnelles, les ETF BTC soient sell? C'est possible. Qui est de l'outflow, c'est possible. En fait, ce qui se passe en général, pour vous expliquer, c'est que quand ça pue vraiment des fesses, donc les cas récents, qu'est-ce qui a vraiment pué des fesses? On revient sur le BTC. Ah, c'est chiant quand ils font ça. Les plus gros crashs, ça a été crash Covid, dans le cas de Bitcoin. Ça a été ban du mining chinois plus critique de la fausse décentralisation d'Elon Musk. Bref, il y a eu un mouvement. Ensuite, là, c'est un top de marché.
y a pas réellement eu d'explication, si ce n'est que tout le monde était bien trop euphorique. Par contre, ce qui s'est passé là, bah, ça a été la période de guerre en Ukraine, donc ça en a rajouté une couche, quoi. Voilà, voilà. Evergrande en Chine aussi, tout à fait, on peut dire ça, ouais, effectivement, pour ce top-là. J'avais oublié ça. Plus la hausse des taux aussi, la hausse des taux aussi. Donc, moi, honnêtement, je suis pas trop inquiété. Actuellement, je suis pas trop inquiété parce que, comme dit, ok, l'Iran a envoyé les missiles, tout le monde s'est chié dessus, mais l'Iran a direct dit, ouais, bon, nous, c'est la légitime défense, machin. Donc, je serais tenté de dire que c'est bon, on va continuer comme d'habitude, et sans aller plus loin dans la connerie, dans la guerre, etc. Donc, ça, c'est mon avis. Maintenant, voilà. Tu sais, c'est un peu comme la guerre en Ukraine. Tu as énormément de spécialistes qui disaient, bon bah voilà, jamais Poutine enverra la charge en Ukraine. Il l'a fait. Très récemment, c'était la même chose. Jamais l'Iran n'ira plus loin que le proxy. Ils iront jamais au front, malgré les discours depuis très 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 longtemps. Ils l'ont fait. Moi, je serais tenté de dire que ça va aller. On va regarder ce qui va se passer dans les prochaines semaines, quand les marchés vont réouvrir à partir de ce lundi. Donc si vous nous écoutez en rediffusion sur YouTube, et ben, on sera déjà lundi, donc vous verrez déjà la différence. Là, je suis en live, donc je suis avec ce que j'ai en face des yeux. Mais bon, tout ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même des alts qui ont pris depuis le top du moins 60, moins 70%. C'est énorme, hein. C'est assez énorme, hein. Pour le moment, il n'y a pas de momentum sur les alts, hein. Sauf les narratives, mais de manière générale, ceux qui étaient en mode vite la alt season et tout, alt season, tout va péter, ça va prendre plus 20% chaque jour, etc. Non, tu vois. La tendance, c'est que BTC continue de prendre en dominance, c'est-à-dire que voilà, les alts sous-performent face à BTC en général, à des exceptions près. C'est assez particulier ce qui se passe en ce moment sur les alts, honnêtement. Et voilà, faut pas paniquer, mais c'est pas rassurant, je dirais moi. Pas rassurant ce qui se passe sur les alts. Concentrez-vous vraiment sur des alts avec des grosses narratives, des alts ultra quali, mais peut-être soyez méfiants des alts de moyenne et petite capitalisation, où ça peut partir à la poubelle. Comment ça est-il quantifiable le momentum? Bah tu regardes juste la BTCD, si elle augmente, c'est juste que ça continue de sous-performer Bitcoin, hein, tout simplement. Historiquement, les marchés retracent au niveau du holding. Alors, historiquement, ça a tendance à crash à partir d'un top un bon moment, se reprendre un petit peu et s'accélérer post-halving. Ça s'accélère post-halving. Je sais pas trop quoi vous dire, honnêtement. Sur du court terme, ça peut baisser, mais historiquement, moyen long terme, ça monte, quoi, hein. Ouais, j'ai vu Hondo, comment il est résilient, tout à fait. Voilà, mais Hondo, c'est Real World Assets, c'est BlackRock. Pareil, hein, Stacks, il s'en est pas trop mal sorti quand tu regardes. La Celestia qui a fondu depuis très longtemps aussi, donc peut-être que le Celestia qui est descendu à 8 $ nous a marqué un bottom, je ne sais pas. Merci beaucoup pour le sub, Dad. Arbitrum, il a pris très cher. En fait, les Layer 2 de manière générale ont pris très cher. Stacks, je trouve qu'il s'en sort pas si mal, hein. Donc Stacks qui est la plus grosse sidechain de Bitcoin, on va dire, en termes de capitalisation. Narrative d'Epine, Render, il a pas pris trop cher, et encore, ouais, c'est surtout Hondo, hein, qui a été absolument exceptionnel. BitTensor, bah, il a pris cher depuis la TH. Mais il reste quand même très performant. Merci pour les subgifts en tout cas. Ouais, moi franchement sur les alts, j'ai... À part, en fait, dans chaque catégorie, à part les first movers, donc Hondo c'est RWA, grosse capitalisation. Celestia c'est first mover, data availability. Stacks c'est grosse sidechain. Il y a Render aussi... en Dépine et BitTensor. On le voit pas, BitTensor, il est où? Mais si, BitTensor, je l'ai dit à l'instant, il est là. Je suis encore un petit peu fatigué de ma semaine à Paris, je m'en excuse. Bref, voilà, on a ces trucs-là. Ethena, on a la hype court terme. Après, est-ce que ça va prendre dans le temps? Je sais pas. Ensuite, ce qui peut être intéressant, vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis sur le site Blockchain Center. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder les performances par rapport à la TH. Et quand les cases sont indisponibles ici, ça veut dire que bah tout simplement, le projet, il est assez récent. Mais ouais, c'est Layer 2, ça prend pas, hein. Pour le moment, c'est Layer 2, ça prend vraiment pas. Je trouve ça assez impressionnant, honnêtement. Ouais, les alts, ça me fait vraiment chier, honnêtement, hein. Je sais pas trop sur quoi me plonger. Si, à la limite, alors on en parlera tout à l'heure, mais il y a tout ce qui se passe sur Bitcoin. Token BRC20, donc token BRC20, Atomicals, etc. où c'est quelque chose d'assez nouveau, listé à pas beaucoup d'endroits. Donc
un collègue me dit que ça a eu tendance à moins chuter. Donc qu'on se le dit, c'est des tokens avec des fondamentaux complètement pétés au sol. Hein. Le seul fondamental, c'est de se dire que c'est des NFT ou du fongible on-chain. Il y a le halving de Bitcoin qui arrive le 20 avril, donc dans quelques jours. En même temps, il y aura les runes. Et donc, en même temps, sauf si tout le monde est effrayé, on va avoir une DeFi mania sur Bitcoin. Et j'irai même plus loin. Merci beaucoup pour le raid Blockchain Capital. J'irai même beaucoup plus loin. En gros, partez du principe que tous ces produits, les ordinals, Atomical, etc., c'est des satoshi colorés. C'est-à-dire que c'est de l'espace de bloc Bitcoin qui est loué pour y mettre de la valeur par-dessus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, quand il va y avoir le halving Bitcoin, on va parler des premiers blocs du nouveau halving. Et donc, ces blocs seront extrêmement rares. Et donc, ça veut dire que les premiers blocs Bitcoin vont forcément entraîner des runes, des ordinals, des atomicals, des BRC20, des tout ce que tu veux, d'une valeur infime. Il y a plein de gens qui vont dégainer leur nouveau projet pour dire voilà, nous on a été les premiers. Et il y a ce côté collectionneur qui va suivre. Bon les gars, depuis tout à l'heure, vous me dites dump Bitcoin, c'est bon, tranquille. Ça fait que ça, de toute façon, monter et baisser. Donc là, oui, ça va bouger. C'est parce que, si vous voulez, quand on fait le live le dimanche, bah, le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. Et donc, ça annonce la clôture weekly sur les graphiques. Donc, quand les gens surveillent les graphiques avec l'unité de temps en weekly, bah, ça annonce un petit peu la couleur pour la suite, quoi. Et là, effectivement, la bougie weekly, elle n'est pas très jolie. Mais n'étant pas trader, il faudrait regarder un petit peu ce que dit Picsou pour voir un peu... les zones de compression. Donc là, je suis désolé, moi je sais pas aussi bien dessiner de Picsou, je suis pas équipé pour. Mais vous voyez là, dans cette zone là, en vrai, on a eu le prix qui a jonglé. Cette zone là, on pourrait aller la rechercher. D'ailleurs, j'avais envoyé un truc à un collègue, mais je le retrouverai pas. Donc, on peut faire une petite bougie weekly et puis potentiellement repartir. Mais si ça commence à plonger beaucoup plus fort, ça pourrait peut-être annoncer une inversion de tendance. Donc, ce serait pas agréable, quoi. Alors, on me dit support sur les 53 000. Il y a un tweet d'Icetech à ce sujet, justement. Donc, Icetech Capital qui nous disait... Pour lui, 52 000 à 58 000, ça peut être des bonnes zones pour pouvoir envoyer du gros levier. Donc, à voir. Mais, entre-temps, il a retweeté un petit peu. Il a répondu à des gars. Je regardais rapidement ce qu'il disait. En gros, il disait qu'après cette levée, il a envoyé un petit levier, je crois. Picsou n'est pas dispo, laissez-lui kiffer son Dubaï, il vous dira ce qu'il en pense directement sur Twitter. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas à le suivre pour avoir sa vision de ce qui se passe. Mais là, clairement, il n'est pas du tout dans le partage de vision, il kiffe sa life. Hein. Petite voiture louée, faut le laisser kiffer. Moi, je pense que oui, on pourrait aller un peu plus bas. Merde, je suis pas sur la bonne charte. On pourrait aller un petit peu plus bas. Mais pour le moment, la tendance haussière de fond reste conservée. On n'est pas en train de se pourrir. Alors oui, moi je trade pas, je suis en spot, mais enfin, si ça pue l'inversion de tendance, moi le spot je le dégage. Hein. Je me désexpose au marché. Hein. Je prends mes pertes, la queue entre les jambes. Les pertes seront lourdes, mais voilà, je préfère me taper à moins 40 ou moins 50% que m'en prendre beaucoup plus. Parce que 2022, ça a été très violent. Et exposé aux mineurs Capet, comment ça? Non, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai un peu de sous en spot. J'ai de l'actionnariat Carbonable. J'ai beaucoup de sous en pré-sale, de plus en plus. Et donc, les pré-sales, c'est un petit peu... on ne sait pas trop ce que ça va donner parce que pour vous donner du contexte, sans vous donner les noms des projets, là ça ne sert à rien, mais tu as beaucoup de projets où ils savent plus ou moins quand ils vont sortir un jeton, mais pas de date. Et ils pourraient très bien dire à tout le monde, bon bah les gars, le marché il pue des fesses, ça ne sert à rien de sortir le jeton maintenant. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement je me retrouve avec mon pognon bloqué pendant des mois, des années, alors que je m'attendais à ce que les jetons sortent beaucoup plus vite, et donc je peux rien faire. Donc c'est pour ça que j'ai du spot, j'ai de la pré-sale, j'ai de l'action, je suis réparti sur plusieurs activités. J'ai normalement quelques jetons qui vont se débloquer dans les semaines à venir, comme du Oxia Origin, du Sharky. Donc on verra bien, on verra bien. Autre chose, et ça c'est un biais psychologique. N'étant pas trader, je suis mon ami Sam de Journal du Coin ou Road to Condor. Je pars du principe que si j'ai pas
beaucoup d'argent liquide, donc d'argent que je peux utiliser pour faire des bêtises, ça me force à travailler encore plus. C'est pour ça que j'aime bien ce concept d'avoir de l'argent bloqué dans des investissements. Pourquoi tu fais pas de trade? Je suis pas fait pour. C'est-à-dire que trader, c'est un métier. Enfin, c'est savoir-faire, savoir regarder un prix, savoir prendre des décisions, savoir faire des scénarios. Je peux pas être au four et moulin. Je peux pas être au Fonda, gérer 3 chaînes YouTube en parallèle, faire ma musculation, machin. Je parle de Road to Condor parce que Road to Condor, quand il parle d'investissement, il dit c'est un gars qui brasse à mort, mais c'est un gars qui... ces sous-là, en fait, il les réinvestit, il vit en tant que brokie même s'il a de l'argent. Et moi, je réfléchis exactement de la même façon. J'ai de la size, mais c'est de la size illiquide, donc c'est pas de la size que je peux dépenser. J'en ai suffisamment si jamais il m'arrive un pépin, mais je suis pas assis sur une giga size que je peux dépenser. Donc chacun son biais. Chacun son biais. Il y a Massa qui va sortir son jeton sur Bitget demain, ouais, tout à fait. Donc je vais avoir accès au jeton. On a eu 30% au TGE et on a dû en débloquer quelques-uns de plus. Donc sur mon investissement initial qui n'est pas exceptionnellement gros, je vais avoir quelques jetons aussi. Moi j'ai appris comment le Fonda. Bah, moi j'ai une sensibilité pour les infrastructures techniques de manière générale, pour la technologie, pour la monnaie, pour la politique, pour le pouvoir et l'idéologie, donc anarcho-capitaliste, crypto-anarchiste, etc. Donc en fait, je fais un gros mélange de toutes ces passions-là pour essayer de me projeter à la fois dans la tête des gens qui construisent ces projets avec la volonté de construire un avenir meilleur, mais aussi dans la tête des gens qui investissent du coup sur ces projets-là. Et c'est comme ça que je le fais. Donc voilà, moi... Tu vois, je suis franc avec vous. Moi, comment je mange sur ce marché? Je mange parce que bah, je suis créateur de contenu, donc des fois je suis payé en token et des fois ça paye bien. Qu'on se le dise, il n'y a pas de secret là-dessus. Je mange parce que dans les périodes d'euphorie sur les altcoins de moyenne et petite capitalisation, je me gave. Ça n'a pas été le cas sur les mois précédents parce que justement, j'ai pas assez surfé sur les nouvelles narratives. Donc j'ai fait des sous, mais j'ai un poil sous-performé Bitcoin, alors que sur les cycles précédents, je fusillais Bitcoin, mais je prenais beaucoup plus de risques. Donc, je passais des nuits de sommeil bien moins bonnes. Voilà, qu'on se le dise. Picsou, il est très bon quand le marché est dans une position où il se dit, bon bah voilà, j'ai investi en spot sur des coins sous-capitalisés latéraux. Et il est surtout très bon quand ça monte et qu'il achète les dips et qu'il longue les dips. Donc, il faut savoir dans quelles conditions de marché t'es bon. Si tu te dis, je suis pas bon en spot, je suis pas bon en fonda, machin, il y a aussi des gens qui se gavent en prenant des risques sur des protocoles DeFi. Par exemple, tu as la possibilité de choper des rendements absolument exceptionnels, voire même mettre du levier sur du rendement. Je veux dire, aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir du 40% à l'année. Alors, il n'est pas fixe, hein, bien sûr, mais tu peux courir après des rendements énormes à 40% à l'année, voire plus en DeFi. Donc, si tu es en mode, moi, je suis loin de tout ça, je veux juste taper du 60%, des trucs comme ça, tu peux. Voilà. Si tu te dis, je suis long Ether, tu peux faire travailler tes Ethers. Après, bon, bah, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est le piratage. Le risque, c'est de prendre des pénalités, voire des liquidations, en fonction du produit sur lequel tu investis. Donc franchement, des façons de faire de l'argent en crypto-monnaie, il y en a plein. Il y en a, ils misent sur les low-cap et les communautés. Il y en a, ils misent sur les NFT, etc. Trouve-toi là où tu es bien. Compare-toi aux autres, regarde ce que font les autres, mais fais ce qui est bien pour toi. Moi, je sais que le trading avec levier, ce n'est pas fait pour moi. Ça ne colle pas du tout à ma personnalité. Ah, alors attendez. J'ai eu un problème de son et je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est mon casque. Ok, c'est bon. J'avais un bug de son, mais vous, visiblement pas. Voilà. Bon, voilà. Comment ça se passe? Des façons de faire de l'argent en crypto-monnaie, il y en a plein. Et si vous êtes nouveau, bah... c'est très bien de toujours essayer de rester sur du BTC ETH, même si on vous dit oui, mais c'est les altcoins où il y a les multiplicateurs. Ouais, les multiplicateurs à la hausse, mais les multiplicateurs à la baisse aussi. Donc c'est bien quand tu as un mec qui est là depuis début 2023 qui te dit ouais, ben moi je suis rentré au bottom, j'ai fait x5 sur les altcoins, machin. Toi, t'écoutes ces mocks, t'es en mode ah ouais, trop bien et tout. Tu rentres maintenant dans les altcoins, t'arrives bien plus tard, bien après les autres, et tu te fais cabosser. Tu te fais cabosser. Donc, si tu veux, à un moment donné, voilà, chacun sa chance. Moi, j'ai eu énormément de chance. Fin 2016, je suis rentré quand le Bitcoin était autour des 900 $. L'Ether, il était à moins de 30 $. C'était la altcoin season. Je suis arrivé avec un timing de cinglé. Ensuite, j'ai pris
J'ai toujours surveillé ce marché, je l'ai toujours couvert, mais j'ai pris des distances un petit peu par déception, par dégoût, parce que beaucoup de travail, etc., etc. Et puis je remets les pieds dedans, bien comme il faut fin 2020. Et là, on s'appelle avec Picsou et on se dit on crée Coin Academy. Et en même temps, le bull run il pète. Donc t'es en mode le timing est exceptionnel. Donc il faut savoir être connaissant et humble et dire voilà, le timing il était avec moi. Mais on rencontre tous des gars qui disent bah moi je suis rentré juste après que Bitcoin ait tapé 20 000, je me suis tapé tout le bear de 2018-2019. Bon bah voilà. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Voilà. Voilà les potes. Donc ça c'était un petit peu pour l'introduction de ma vision du marché. On va maintenant passer un peu à l'actualité et aux fondamentaux bien sûr. Parce que je sais que vous êtes là pour ça aussi. Ça je peux le fermer. Donc je pense qu'on se fera un live dédié pour mieux comprendre les différents AVS, c'est-à-dire les différents services basés sur EigenLayer, parce que EigenLayer a annoncé son mainnet, et il y a déjà 7 AVS de disponibles, donc l'AVS d'EigenLayer qui s'appelle EigenDA, mais aussi d'autres AVS comme AltLayer, de ce que j'ai vu, Lagrange, etc. Parce que tous les AVS ne sont pas cités ici. De toute façon, j'y viens, je vais vous expliquer tout ça. On commence. Bientôt l'airdrop d'Avail. Bah moi, de ce que je comprends, Avail retarde tout là. Avail retarde tout. Pour ce qui est du recrutement Coin Academy, j'ai 3 personnes en test actuellement parce qu'il y a des gens qui ont été avant-gardistes et qui ont eu les cojones soit de venir me voir IRL lors de la conférence, soit de m'envoyer un mail. Donc je les teste et dans le même temps, je vois un petit peu les problématiques qu'ils ont, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément rédacteurs, pas du métier. J'aime bien donner leur chance aux gens, mais je vais faire un formulaire de recrutement. Je m'en suis pas occupé non plus cette semaine pour essayer de bien filtrer les gens. Et je vais essayer de faire la même. Ah, si tu me DM Twitter, DM Twitter, envoie un mail parce que DM Twitter, c'est une catastrophe. Je les regarde jamais. J'en ai trop, je les regarde jamais. Bref, mais de toute façon, je vais faire même technique qu'à l'époque. Je vais d'abord me concentrer sur des craquitos du Fonda. Et ensuite, je vais potentiellement prendre des petits freelances qui veulent avoir des compléments de salaire et qui sont auto-entrepreneurs ou autres. Et leur dire dans quoi t'es bon. Et ils me disent, ouais, je suis bon en DeFi, je suis bon aussi. Ok, tu regardes quel projet? Je regarde ça, machin. On l'a couvert sur Coin Academy. Non, et bah fais-moi un article sur ce projet. Tu peux trouver où ton mail dans ma bio Twitter. Et il faut d'ailleurs que... Il y a aussi capet@coinacademy.fr qu'on a créé, je crois. Mais sinon, tu as mon mail ici. alex@capetleray.com. Mais bon, pas de salaire. Non, on paye... la discussion, elle se fait en privé. C'est du freelance, donc il n'y a pas de salaire avec contrat, CDD, CDI, machin. Pas du tout adapté à notre activité. Absolument pas. Absolument pas, parce que en fait, tu payes là les impôts, tu recrutes quelqu'un, ce quelqu'un te dit ce qu'il a envie d'entendre pendant le recrutement, tu lui dis de faire des trucs, il va faire les trucs, il va se donner, et puis potentiellement, une fois que le salaire il est bon et que le contrat il est signé, la personne elle te crache au visage. Donc c'est bon, ça c'est du vu et revu. Ça veut pas dire que personne ne mérite d'être salarié. Il y a des salariés chez Coin Academy. Mais on le fait pas avec n'importe qui. Et nous, on n'est pas subventionné par l'État. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, c'est parti pour l'actualité. Alors, on commence avec Solana qui cible le 15 avril pour commencer à corriger des problèmes sur son protocole. Alors, vous le savez, on en a beaucoup parlé. Il y a pas mal de transactions qui ne passent pas. Et bon... Il commence à patcher, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs trucs qui vont arriver. Déjà, pour vous donner le contexte, si vous voulez, Solana, c'est un protocole qui change beaucoup. Merci beaucoup pour les 600 viewers, accessoirement. Merci à tous, c'est super. Qu'est-ce que je disais, pardon? Excusez-moi. Oui, Solana, c'est un protocole qui change énormément. En fait, vous voyez, Bitcoin, ça change peu. Ethereum, ça change de temps en temps. Solana, ça change beaucoup, où ils vont changer des sous-protocoles dans le protocole, des trucs comme ça. En l'occurrence, pour le protocole de communication, ils sont passés du protocole UDP, je crois, au protocole Quick de Google, qui est un protocole fait pour beaucoup de transactions, de la basse latence, etc., etc. Ceux qui font un petit peu d'ingénierie réseau ou qui s'intéressent au réseau de manière générale savent de quoi il s'agit. Et en fait, Quick, c'est un bon protocole, mais c'est un protocole qui n'est pas adapté pour... un consensus blockchain. Donc ils sont en train de modifier le protocole Quick de Google pour l'adapter spécifiquement aux besoins de Solana. C'est pour ça que ça va se passer progressivement. Donc il y a ces premières choses qui vont arriver. Deuxième chose, je l'ai noté où?
l'introduction d'une nouvelle version de l'ordonnanceur de transactions ou le Transaction Scheduler qui va arriver avec la prochaine mise à jour logicielle et qui devrait permettre de mieux gérer tout ça. Voilà, donc ça va patcher des trucs, s'il y aura du mieux, il y aura potentiellement un problème qui sera réglé à l'instant T. Donc les gens diront ouais c'est bien et puis peut-être que de nouveaux problèmes arriveront plus tard. Mais en fait ils bossent activement dessus. Donc c'est pour ça que j'ai pris la peine sur cet article que je vous mets dans le chat. J'ai pris la peine de vous laisser 2 liens. Qui est déjà le blog officiel de Solana qui explique tout ça. Les optimisations à faire. Mais aussi, ça c'est plutôt pour les développeurs. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai trouvé intéressant d'en parler. En fait, vous voyez sur Ethereum, vous payez avec du gaz. Sur Bitcoin, vous payez avec des Satoshi par bloc. Sur Solana, on ne parle pas de gaz en réalité, on parle de compute units. Et donc, il y a des règles au niveau de ce compute unit. C'est-à-dire qu'actuellement, sur Solana, je vais zoomer un petit coup, vous avez 48 millions de compute units. Une simple transaction d'un point A à un point B sur Solana, c'est 300 compute units. Sauf que tout n'est pas que simple transaction, minter un NFT, swapper un jeton, bridger, tout ce que tu veux. Ça ne consomme pas la même chose. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a toujours ce débat de oui, mais ils nous ont promis 60 000 transactions par seconde. Maintenant, théoriquement, on sera à 80 000 transactions par seconde. Mais dans les faits, il n'y en a que quelques centaines. Parce que c'est une question de complexité des transactions, tout simplement. Donc il faut savoir que une application à elle seule ne peut pas consommer toute la bande passante de Solana. Oui, il y aura de la rediffusion. Il faudrait que 4 applications consomment plein bille la bande passante pour pouvoir consommer toute la bande passante. Puisque une application est limitée à 12 millions de compute units et on en a 48. 48 divisé par 12, ça fait 4. Vous avez capté le principe. Voilà comment ça se passe. Donc ces unités de compute unit, elles sont définies directement dans le protocole. On pourrait très bien avoir un hard fork du protocole Solana, donc une mise à jour de Solana qui changerait tout ça. Voilà, c'est la même chose sur Ethereum. Pour les petits curieux, vous tapez Ethereum Gas Limit, Etherscan. Je vous l'explique assez souvent ça, mais je sais que c'est un concept qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Et vous voyez que cette gas limit, elle a évolué dans le temps. Et que depuis la mise à jour EIP 1559 auquel Abdel a participé, le gaz limite est fixé à 30 millions. Ce gaz limite pourra être fixé à quelque chose de plus haut. C'est juste qu'Ethereum a choisi de mettre un gaz limite bas pour être sûr que dans le pire des cas, même s'il y a énormément de transactions sur le réseau et énormément de complexité exécutée, le réseau ne bug pas, n'implose pas. C'est un choix technique. Solana a choisi d'être un petit peu plus agressif au niveau de ce choix technique pour pouvoir doser justement. Donc c'est juste des choix techniques. Les deux ont le droit d'exister, vous connaissez de toute façon mon avis sur la question. Donc espérons du mieux à partir du 15 avril. Donc si vous écoutez la rediffusion sur YouTube, eh ben, ce sera probablement déjà le cas et il faudra surveiller du coup ce qui se dit un petit peu sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Ensuite, on va parler du coup d'Eigenlayer, ce que je vous disais tout à l'heure, Eigenlayer qui lance son mainnet et qui dévoile son premier AVS. Donc c'est important de comprendre ces notions-là parce que là c'est pareil. Les gens ne comprennent pas, on leur dit juste restaking, il y a du yield, il y a du rendement, mais ils ne comprennent pas le sous-jacent d'Eigenlayer, à quoi ça sert. Donc le sous-jacent d'Eigenlayer, c'est de justement proposer un réseau de validateurs pour des services. Donc en gros, tu vas avoir des projets de crypto-monnaie dédiés à Eigenlayer ou alors qui bossent avec Eigenlayer et ils vont servir à sécuriser d'autres réseaux. On a EigenDA, qui est un Data Availability Layer proposé par Eigenlayer, qui est justement une couche sécurisé par, on va dire, l'économie d'Ethereum, parce que c'est sécurisé par les Ethers, mais qui fonctionne en parallèle d'Ethereum. Ensuite, on en a d'autres. Je ne les connais pas tous, et c'est pour ça qu'on fera un live dédié à ce sujet. Mais par exemple, on peut voir que Hyperlane, qui est un bridge, qui est un protocole de bridging, aimerait pouvoir sécuriser la communication des bridges avec justement Eigenlayer. Espresso, c'est un réseau de séquenceurs décentralisés. Donc ça servirait par exemple à des roll-ups qui sont aujourd'hui critiqués parce que centralisés. Et ben ça permettrait d'avoir un réseau de validateurs pour différents roll-ups. Altlayer, eux, ils proposent ce qu'ils appellent des restake roll-up, c'est-à-dire la possibilité de créer un layer 2 ou un layer 3 ou peu importe sur une stack technique type zk-sync, Starknet, Optimism, etc., etc. Bref, avec la sécurité d'Ethereum, toujours, mais aussi avec d'autres petites fonctionnalités sympas comme la possibilité par exemple d'avoir des blocs courts et d'autres.
Bref, donc en fait, vous avez différents services de crypto-monnaie qui se serviront de la sécurité d'Ethereum ou qui pourront servir aussi de coprocesseur à Ethereum. Je pense par exemple à... non, c'est pas Lagrange, il n'est pas listé ici. Je crois qu'il est listé là-dedans. Voilà, Brevis, c'est un coprocesseur. Donc un coprocesseur ZK, c'est quoi? C'est un service qui va te permettre de faire des choses, par exemple sur Ethereum, que tu ne pourrais pas faire nativement sur Ethereum. Je te donne un exemple. Sur Ethereum, tu as des transactions. Tu as des nouveaux blocs, des transactions, voilà. Donc, on change d'état à chaque fois. On dit, bon, bah voilà, au 30 avril, Capet, il avait tant d'Ether. Et puis, au 5 juin, il en a tant, etc., etc. Et donc, il y a ces changements d'état, ils se font régulièrement, de bloc à bloc. Mais en fait, c'est compliqué c'est compliqué pour une application sur Ethereum de pouvoir remonter tout l'historique d'Ethereum et d'avoir accès à une information précise du type, bon, bah du coup, Capet, le 30 avril 2021, qu'est-ce qu'il a fait comme transaction ou qu'est-ce qu'il a fait de telle date à telle date, etc., etc. Parce que ça nécessiterait encore une fois beaucoup de computing et donc beaucoup de gaz. Et donc, c'est un acte qui coûterait extrêmement cher. Ce que font des projets comme Brevis, Axiom, etc., etc., c'est qu'ils vont effectuer cette tâche complexe en parallèle d'Ethereum. Et là où ça devient très intéressant avec EigenLayer, c'est que du coup, ça fonctionne en parallèle d'Ethereum. Donc c'est pour ça qu'on parle de coprocesseur, c'est que ça processe en copilote d'Ethereum, mais grâce à EigenLayer, ça profite de la sécurité économique d'Ethereum parce que il y a des Ethers, il y a des Ethers stakés, il y a des Ethers restakés, etc., etc. Donc en fait, EigenLayer, pourquoi c'est ultra bullish à mon sens, j'ai rien à vous vendre, de toute façon je ne t'en ai pas disponible, c'est que c'est un peu la même logique que Polygon ou Avel qui sortira, c'est moi je cherche pas à faire un Layer 1 alternatif. Potentiellement, je vais aider d'autres Layer 1 alternatifs, d'autres roll-up, etc. Mais comment je peux apporter plus de valeur à Ether? Donc Polygon à l'époque, c'était en mode, bah nous on gêne la machine virtuelle d'Ethereum. Donc on permettait la DeFi avec une expérience semblable à Ethereum, mais en parallèle d'Ethereum. Et puis ensuite, bah, comme ils ont toujours dit que ce serait des Layer 2, bah aujourd'hui Polygon propose aussi des Layer 2 sur Ethereum. Et bah EigenLayer, eux, ils se sont concentrés sur j'ai la sécurité économique d'Ethereum, comment je peux aider plein de services à profiter de cette sécurité économique d'Ethereum. Et pour que ces services soient motivés à venir à bosser avec moi, EigenLayer, et ben, comment je les motive, au-delà de l'aspect idéologique, eh bien, je leur dis qu'il y a des gens qui vont toucher un yield, voilà, supérieur à Ethereum. Donc en fait, c'est vraiment un circuit qui est virtueux sur le papier. Je trouve ça absolument exceptionnel, ce qui se passe sur ce marché. Et c'est pour ça que je parle très souvent d'Ether et de Solana, et puis je passe un petit peu sur Bitcoin avec moins de connaissances, il est vrai, je parle moins d'autres écosystèmes parce que bah, je peux pas être au four et au moulin, mais j'ai rien contre les autres écosystèmes, c'est juste que je trouve ça nettement moins passionnant parce que effectivement Tezos a des roll-ups qui sont beaucoup plus décentralisés by design. Je pense que l'implémentation des roll-ups sur Tezos et Cardano est plus intéressante qu'Ethereum à un instant T. Mais une fois que Ether évoluera et qu'on mettra des réseaux de séquenceurs décentralisés, etc., ça va devenir extrêmement bullish et sexy sur Ethereum. C'est juste que ça met plus de temps. Après, pour tout ce qui est interopérabilité type Cosmos, etc., grâce à la technologie ZK et grâce à des réseaux de stockage de preuves, des trucs comme ça, on va se retrouver avec de l'interopérabilité quasi native, voire native sur Ethereum, du même niveau que IBC sur Cosmos ou comment ça s'appelle, l'équivalent d'IBC sur Polkadot. C'est juste qu'en fait, Ethereum, c'est lent. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Du point de vue innovation technologique, Ethereum, c'est sympa, mais c'est lent. Solana, c'est sympa et c'est rapide. Et du coup, des fois, il y a de la casse. Et Bitcoin, bon, bah, Bitcoin, on ne se pose pas la question. Il n'y en a quasiment jamais parce que justement, on veut éviter tout problème. On ne veut pas que ça implose. C'est-à-dire que si Bitcoin bug et s'écrase, tout le marché s'écrase. Si Ethereum bug et s'écrase, le marché s'écrase, mais quand même moins fort que Bitcoin. Si Solana bug, mais s'écrase, pas de gros impact sur le reste du marché. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et plus Solana aura de bouteilles, et plus Solana va être gros en termes de capitalisation, en termes d'écosystème, etc., et moins ils pourront se permettre d'aller vite, en fait. Tout simplement. Tout simplement. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ensuite,
La SEC va attaquer Uniswap en justice. Donc pourquoi on dit va attaquer? Oui, ils vont attaquer. C'est qu'ils ont reçu ce qu'ils appellent une Wells Notice. Donc c'est une information qui va leur dire bon bah bientôt on va vous attaquer. Et là en l'occurrence le sujet c'est de dire bon bah vous avez permis le trading de securities. Et du coup bah comme derrière Uniswap tu as une application décentralisée sur Ethereum, effectivement, mais tu as aussi plein de points centralisés. Tu as des développeurs qui touchent de l'argent. Tu as une entreprise, je crois basée aux US. Tu as un site web, le site web d'Uniswap, qui est accessible via un nom de domaine. Une application qui est accessible là aussi via un nom de domaine. Tu as un portefeuille comme MetaMask, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que si le connecteur du portefeuille il bug, il y a un souci. Et après, bon bah voilà, c'est aussi histoire de faire chier, de dire bon bah voilà, t'as des gens qui se prennent la tête de créer des... Il y a des gens qui se prennent la tête à créer des entreprises, se rapprocher du régulateur, être régulé, etc., etc. Toi, tu régules pas. Enfin, pas toi, tu régules pas, mais toi, en gros, tu arrives, tu lances une application sur un site web, etc. Et puis tu rafles le marché. C'est pas normal, il faut que tu te mettes en conformité. Et du coup, ce que répond de manière totalement juste Uniswap, c'est oui, non, mais d'accord, mais moi, tu me dis, je ne me mets pas en conformité, mais dis-moi noir sur blanc comment je me mets en conformité. C'est-à-dire, moi, en tant que développeur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mon entreprise, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Quel actif je peux lister et quel actif je ne peux pas lister pour mettre une charte de bonne conduite de listing sur mon application? Vous ne nous donnez pas ces informations et vous nous attaquez en justice. Et c'est la même chose que quand ils s'attaquent à Coinbase. Moi, ce que je pense, c'est que là aussi, c'est vertueux. C'est que le régulateur, il y va peut-être trop fort, mais il est en mode, bon bah maintenant, tu sais ce que j'ai à te reprocher, fais le nécessaire. Dans le pire des cas, moi je suis le régulateur, donc moi je m'en fous en fait. Toi, tu vas devoir te justifier, et puis au pire, moi en tant que régulateur, je vais avoir un peu raison. On se serre la main, vous nous donnez du fric, et hop, c'est de l'argent qui tombe dans les caisses des États-Unis d'Amérique, donc c'est parfait. Autre chose... c'est un levier politique aussi. Pourquoi c'est un levier politique? C'est que si les États-Unis d'Amérique, enfin le chef d'État, les républicains, les démocrates, etc. disent bon bah voilà les cryptos c'est pas bon du tout pour les intérêts américains. Hop, on a ce levier là, on l'active et on leur met le nez dans la merde. Et pourquoi je dis que c'est vertueux à un instant T, c'est que oui ils les attaquent en justice, mais excusez-moi, à des exceptions près. Ils leur font pas des grandes misères. Les seuls qui ont pris vraiment la misère, c'est tout ce qui est Privacy Coin, Tornado Cash, etc. Donc des trucs où on facilite le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Mais moi, j'aime pas parler de blanchiment et de financement du terrorisme parce que tout le monde joue à ce jeu-là. Le secteur bancaire joue à ce jeu-là. C'est plutôt permettre aux pays concurrents, aux communistes, etc. de faire de l'argent et donc de gagner en pouvoir. C'est ça qui les emmerde. Ils veulent être les acteurs de la paix, donc voilà. Donc c'est un levier politique. Et c'est aussi un moyen de réglementer dans le bon sens. Donc c'est quelque chose d'assez vertueux. Et moi je pense que ce qui va se passer, c'est que ils vont réussir à faire passer quelques actifs en tant que security tôt ou tard. Ensuite ils diront à Uniswap, regardez, ça c'est une security, tu l'as listé. L'autre il va répondre oui, mais je savais pas et tout machin. Et puis potentiellement il va dire allez vas-y c'est bon, tu m'as cassé les couilles. Prends tes 500 millions d'euros. De toute façon c'est du Uni, c'est de l'argent imprimé à partir de rien. Et vas-y. Et comme ça fait rentrer 500 millions dans les caisses des États-Unis d'Amérique et ça fait une jurisprudence. Next, le leader de MarginFi, qui est un protocole DeFi sur Solana, démissionne suite à un conflit d'intérêts. Donc il a fait un communiqué où il nous explique que, en gros, voilà, il n'est pas très en phase avec le reste de l'équipe, sans trop nous donner de détails. Il se justifie en disant que lui, c'est pas l'argent qui l'intéresse, c'est avant tout de créer des produits qui sont cool et qui servent à l'humanité. Moi, je pense que c'est vrai. Il y a beaucoup de développeurs qui pensent comme ça. Avoir des sous, c'est bien, mais que le mec ait 100 000 ou 10 millions sur son compte, ça lui fait mi-chaud, mi-froid. D'ailleurs, il l'explique dans d'autres tweets. Apparemment, il est quasiment broke. Hein. Mais bon, ça, après, c'est son problème, hein, franchement. Donc, le premier épisode, c'est ça. C'est qu'il se casse en tant que leader. Ensuite, il pète un peu son cap sur les réseaux sociaux, en mode ouais, il y en a un, il lui dit alors du coup le token c'est quand? Parce qu'il y a plein de gens qui farmaient MarginFi pour avoir du token. D'ailleurs, quand vous allez sur des pré-market comme Whales Market, on vous montre régulièrement, à force vous allez penser qu'on est payé, mais non, pour le coup non, c'est juste que c'est un super outil visiblement pour imaginer les prix futurs des projets. Merde, pardon, alors là, je suis désolé. J'allais cliquer sur Camino, mais non, il n'y a pas de jeton en fait. Il n'y a pas de jeton du tout. Autant pour moi. J'ai confondu Camino et MarginFi. Du coup, pas de jeton. Du coup, les gens sont un petit peu dégoûtés. Lui, il était en mode on allait annoncer des trucs, mais en fait, voilà, maintenant j'en ai plus rien à cirer, c'est plus mon problème. Donc c'est un petit peu mal poli, tu vois.
On a annoncé pas mal de merde, mais je crois qu'il dit I don't fucking care, un truc comme ça. I don't fucking give a fuck. Voilà, en gros, j'en ai rien à secouer. Et ça a été mal pris, donc le petit pétage de câble a fait qu'il y a plein de gens qui se sont déconnectés de l'application, qui ont sorti des fonds et tout. Mais en fait, quelques jours après, il y a plein de gens qui ont remis de l'argent là-bas. Et puis Edgar s'est calmé pour dire bon, au final, voilà, moi je vais continuer de travailler sur Internet, j'ai continué de travailler sur le protocole Solana, et j'imagine que je continuerai de contribuer à MarginFi de l'extérieur. De toute façon, MarginFi a toujours souhaité être progressivement décentralisé, donc j'imagine que pour que ce soit progressivement décentralisé, il va y avoir un token. C'est juste que peut-être qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur le comment. Ouais, il y a des points MarginFi en vente, pas des tokens. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la précision. Voilà, ensuite, on a Hong Kong qui s'apprête à approuver des ETF Bitcoin et Ethereum Spot dès lundi. Donc, au moment où vous verrez cette rediffusion, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. J'espère que vous aimez cette émission. Et j'en profite du coup pour mettre la chaîne de Coin Academy dans le chat et à vous inviter à regarder cette description YouTube pour vous abonner. Il y a aussi eu un drama avec Solblaze, effectivement, j'en ai fait un petit peu abstraction, mais en gros, Solblaze qui bossait avec MarginFi ont dit, bah voilà, nous on est un peu dégoûtés que les gens qui utilisent notre protocole vont pas croquer par rapport à MarginFi. On est très déçus, etc., etc. Bref, j'avoue que ça j'ai moins suivi. C'est pour ça que j'en ai fait l'abstraction, c'est que j'aime pas parler de choses que je ne connais pas. Ensuite, on a Chainlink qui dévoile son bridge cross-chain basé sur la technologie CCIP, à ne pas confondre à la technologie CCTP de Circle, mais le principe c'est le même. C'est un cross-chain messaging, donc c'est un protocole fait pour l'interopérabilité, fait pour le cross-chain. Donc l'idée c'est quoi? C'est que Chainlink, qui a un oracle, eh bien au lieu d'être exclusivement un oracle, ils se sont dit bah, de toute façon on a la tech pour pouvoir permettre des échanges entre les blockchains grâce à notre oracle, eh bien faisons-le et venons concurrencer directement les plus gros bridges. Ça permettra peut-être de valoriser le Chainlink notamment. Donc j'ai mis ce tweet, et pas tout à fait vrai. Le bridge n'est pas totalement gratuit, vous devez quand même payer des frais de gaz Ether. C'est juste qu'en complément des frais de gaz, il y avait d'autres frais qui s'appliquaient et que ces frais, ils sont tellement pas chers parce que probablement subventionnés pour le moment par Chainlink que du coup, vous pouvez vous amuser à bridger pour pas cher. Je pose donc la question naturelle, est-ce qu'on va croquer un airdrop? Le token Chainlink existe déjà, donc je pense pas. Après, peut-être qu'on aura des surprises, mais parions sur la surprise, mais clairement, rien de sûr. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis noté de mon côté? Alors déjà, je me suis noté de boire un canon d'eau. Du bien. Combien de temps durent les lives de ce type en général? 1h30, 1h30, 2h je dirais. Le temps d'avoir plein de bonnes choses à dire. Que penser de la situation Israël-Iran? Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. On va parler maintenant de réglementation MiCA. Je sais c'est pas un des sujets les plus rigolos, mais on va en parler quand même. La réglementation MiCA, elle va se faire en plusieurs étapes. La première étape, elle va être dédiée au stablecoin et ça va être mis en application à partir du 30 juin. Avant que je continue là-dessus, depuis tout à l'heure on me spam, est-ce que je connais ZK-Link? Oui, Coin Academy, ZK-Link. On a fait une analyse fondamentale dédiée au projet en partenariat avec ZK-Link. On a été payé pour le faire. On n'a pas été payé pour vous en reparler ensuite, mais comme tu me demandes, je te le mets. Même si on a été payé, ça change rien, on fait les analyses pareil. Donc voilà, on n'est pas payé pour dire spécialement du bien d'un projet par rapport à un autre, c'est juste qu'on a été payé pour en parler. Donc on vous explique les différents composants. Et là, on parle, dans ce cas précis, d'un produit qui permet de faire des applications cross-chain. Voilà, avec des roll-up cross-chain, etc. Voilà. Donc je vais le noter d'ailleurs, comme ça, si vous regardez la description YouTube, vous aurez le lien de l'analyse. Tu joues à Fantasy Capet? Non. Tu as vu Big Time? Tu as acheté le dump? Non. Moi, je fais de l'immobilier virtuel pour le moment sur Big Time, mais j'y vais mollo parce que je vois que c'est en train de dumper et puis on verra ce que ça donne. Pardon, alors du coup, je reviens sur cette histoire de stablecoin. Bon, en gros, la réglementation MiCA, qui est une réglementation européenne, mais qui servira de support pour une réglementation mondiale des crypto-monnaies, elle dit quoi? Elle dit que les stablecoins non régulés, ça va être finito sur les exchanges régulés. Donc, tout ce qui va être exchange, PSAN en France, BaFin en Allemagne, FCA en Angleterre, même si, bon, l'Angleterre, après le Brexit, fait plus partie de l'espace européen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, tu as un régulateur pour chaque pays. Pour le moment, bah, il y a généralement une licence pour chaque pays. Et l'idée, c'est qu'avec MiCA, on ait un truc beaucoup plus homogène, ce qui va faciliter grandement les choses. Pourquoi ça va faciliter les choses? Parce que tu as plein d'exchanges qui ont moins de budget ou qui se sont moins spécialisés sur le marché européen, qui vont pouvoir débarquer d'un coup et ça va faire une concurrence absolument vertueuse. Donc je suis très impatient de voir ça du côté des exchanges. Par contre, en revanche, Tether est une crypto-monnaie non régulée. Donc ce qui va se passer, c'est que toutes les paires en USDT
vont disparaître des exchanges régulés. Je parle pour la France, par exemple, vous tapez liste PSAN. Vous allez sur le site de l'autorité des marchés financiers. Vous descendez un petit peu. Je crois que c'est celui-là. Non, pardon. Liste des PSAN enregistrés. Pardon, il faut descendre tout en bas. Là, vous avez toutes les entreprises. On en compte donc presque une centaine. Hein. Ah, ça avance. Hein. Ah, ça s'active. Putain, plus d'une centaine. Chapeau, mais bon. On n'a pas de nouvelles depuis décembre 2023. Donc là, ça fait 4 mois qu'il n'y a pas un PSAN. 4 mois qu'il n'y a pas un PSAN. Warren au buffet dans le chat qui me dit prendre les pires décisions. Alors je sais que Tether c'est bien parce que c'est le plus gros stablecoin, qu'il est listé partout et que ça va être un peu chiant, mais je te rappelle quand même que Tether, niveau transparence, c'est bien, mais c'est pas optimal. Et que si l'USDT se pète la gueule et dépègue pour une raison X ou Y, tout le monde bouffe. Donc en fait, les régulateurs européens ne veulent pas porter cette responsabilité. Tout ce qu'a à faire Tether, c'est dire je deviens comme une banque ou un établissement de monnaie électronique agrémenté, ce qu'on appelle établissement de monnaie électronique, agrément EME, établissement de monnaie électronique. Donc ça veut dire une mise en conformité pour être du même niveau que des banques. Et donc ça veut dire que en cas de problème, en cas de faillite, des entreprises derrière, il y a plein de solutions qui s'activent pour paniquer les partenaires commerciaux de Tether, paniquer les utilisateurs, etc., etc. Donc en fait, il y a du négatif à court moyen terme et il y a du positif. Par contre, là où c'est effectivement à contre-courant et ça ouvre le débat, ça je suis d'accord avec toi, c'est que là, vous avez des USDT. À partir du 30 juin, il n'y a plus d'USDT sur les exchanges centralisés. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être obligé d'aller en DeFi ou d'aller dans des exchanges non régulés. Donc de prendre plus de risques qu'il n'en a déjà. Donc, tu as certains exchanges qui vont s'adapter, qui vont directement swapper vos USDT contre d'autres stablecoins régulés, parce que de toute façon, la paire, c'est $1. Donc, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça va pousser en fait les gens à prendre plus de risques. Et c'est exactement la même histoire que empêcher le trading avec effet de levier sur les exchanges régulés. Voilà, si les gens ne peuvent pas faire du levier sur FTX, quand ça existait encore, ou sur Binance, ils vont aller chez BitGet, chez Binance, chez Bybit, etc. etc. Donc ça passe encore, ou des exchanges encore plus DGN. Et donc potentiellement, le problème est juste décalé autre part, quoi. On est trop con pour choisir nos risques, il faut croire. Moi, je vais te répondre ce que j'en pense. Warren, et probablement beaucoup de gens dans ces émissions, vous êtes là parce que vous pensez investissement, vous pensez à votre avenir, vous êtes plus ou moins entrepreneur. Bref, déjà, vous faites partie du petit pourcentage des Français ou des francophones en tout cas qui sont intéressés par le fait de faire travailler son argent. Donc, ils vont au-delà du simple « je gagne un salaire et c'est comme ça que je fais de l'argent ». Ça, c'est la première chose. La France, c'est un système avec une des retraites les plus obèses de l'humanité. C'est un système socialiste, presque au niveau du communisme, où on prend par la main les gens pour tout. Pour tout. Donc oui, on part du postulat qu'en fait, dans le lot, il y aura un petit pourcentage de gens qui ne seront pas capables par eux-mêmes de prendre une décision éclairée et d'en assumer les conséquences. La France, c'est ça. La France, c'est ça. Et la France, c'est ça pour tout. Donc ça a son côté positif et son côté négatif. Nous, on est les premiers touchés. Nous, on est les premiers à penser que c'est négatif. Pourquoi? Parce que, justement, ça nous emmerde directement. Parce que nous, on a choisi d'assumer. Mais d'autres, non, tu vois. Donc, c'est ça. Mais tu vois, dans certains cas, on est bien content que la France prend par la main nos soldats, nos enfants orphelins, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un arbitrage à faire aussi. C'est un arbitrage à faire. La France, c'est plein de gens et... il y a des gens intelligents et puis il y a des cassos et il faut s'occuper de tout le monde. Et voilà, si on ne s'occupe pas des cassos, ça nous revient dans la gueule. Tout. Quand je dis nous, je pense au chef d'État. Le tweet sur les daily users de Starknet, c'est réel? Non, c'est pas réel. Non, ça ne l'est pas. Bon, effectivement, je n'avais pas prévu d'en parler, mais en gros, il y a eu ce tweet qui dit, regardez, il y a 8 utilisateurs par jour, il y a 10 transactions par jour, et ça reste un market cap de 10 milliards. Alors déjà, moi, je trouve ça absolument aberrant, je le dis, que tu me poses la question si c'est vrai ou pas. 8 utilisateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bot d'arbitrage qui tourne sur le réseau. Il n'y a aucun protocole DeFi qui réajuste. Donc, il n'y a aucune transaction, il n'y a rien. Ça veut dire que, en fait, le réseau est une coquille vide absolue.
Ça n'a aucun sens. Et je dis ça pour Starknet, mais même pour Cardano, même pour, je sais pas, Lef0, ce que tu veux. Tu as forcément des petits trucs qui font des transactions d'arbitrage, qui pingent pour choper des informations, etc., etc. Donc, ça n'a aucun sens. Et en plus, le pire, c'est que Golden Digger répond, c'est un post-troll. Ce n'est pas exact, mais c'est quand même drôle. Voilà, c'est juste que tout le monde a relayé comme des débiles. Et ça, c'est un truc... bon, c'est un peu cucu de l'avoir fait de la part de Golden Digger, mais c'est un truc, les gens ne lisent pas et relaient. Les gens ne lisent pas et relaient. On est vraiment sur un marché de Golemon, c'est-à-dire... Mais en fait, c'est la même chose que les gens qui s'arrêtent au titre de l'actu sur BFM. Le titre, c'est l'actu. Et en fait, tu lis l'actu et tu te rends compte que c'est pas tout à fait en phase avec le titre. Ben, c'est la même chose. Les gens, leur veille technologique, c'est Twitter, mais c'est le tweet, quoi. On regarde pas l'article, on regarde pas les réponses en commentaire, etc., etc. Donc là, j'en parle, c'est Starknet. Là, pour le coup, c'est même pas je défends mon bac, c'est juste que je connais le sujet, donc j'en parle, mais c'est la même chose partout. Les gens sont d'une mauvaise foi, c'est un truc de malade, donc faites gaffe à ça. Prenez avec des pincettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Calendrier de sortie de token, qui est un calendrier approximatif, je crois, mais qui est plus ou moins dans le vrai. Il a été relayé par Petit Prince. Alors, Petit Prince, avec qui je fais un coucou, c'est un gars à fond dans le marché qui a une lecture du marché assez impressionnante, je le dis honnêtement. Et là, pour le coup, on a un calendrier avec les mois, donc avril, toujours à prendre avec des pincettes. Mais voilà. S'il y a des projets qui n'ont pas encore annoncé de Snapchat pour leur airdrop, trucs comme ça, et que c'est des projets qui peuvent vous intéresser, bah potentiellement, il y a peut-être encore possibilité de jouer. L'airdrop Starknet a été mal géré, point barre. Ouais, mais ça, c'est un autre sujet. Je suis d'accord. Sur certains points, je suis d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec l'activité on-chain. Voilà, calendrier, il est sorti. Ensuite, on a le mainnet de Saga. Donc Saga qui a un projet interopérabilité Cosmos Ecosystem qui a pas mal cartonné. Voilà, il y avait un airdrop pour les stickers d'Osmo, de Atom, de Juno historique, de Celestia historique, etc. Le jeton est sorti, donc voilà, si jamais vous avez claim, vous avez gagné quelques centaines de jetons, bah, vous avez potentiellement quelques centaines de dollars. Bravo à vous pour ceux qui ont joué la narrative airdrop plus tôt en vous exposant à l'écosystème. Ensuite, oui, je voulais vous montrer un truc. Moi, j'aime beaucoup CoinGecko par habitude. Hein. Franchement, je suis pas marié à CoinGecko, mais j'utilise plus que CoinMarketCap. J'aime bien Blockchain Center aussi. Quand je vais regarder rapidement des alts à grosse capitalisation. Je le vois pas sur son fil d'actu. Ah, c'est bizarre. Je sais pas. Ok, j'irai voir le tweet de Crisia. Crisia avec qui je jouais à Call of Duty Black Ops 2 en LAN, les copains. Pour la petite info, Red One, voilà. Si jamais Crisia, qui était un teammate à Lowan, je crois. Lowan, Zyler et compagnie à l'époque de Call of Duty Black Ops 2. Bref, je divague. Voilà. Vous pouvez mettre des filtres sur CoinGecko si vous voulez voir aussi les 30 jours, FDV, capitalisation par FDV, etc. Et vous pouvez mettre ligne 300. Et du coup, vous avez le top 300 des crypto-monnaies. Il y a une analyse fonda de Saga qui devrait arriver sur le site de Coin Academy. Justement, oui, c'est la mission que j'ai donnée à un de mes recrutements en cours pour voir s'il en a dans le ventre. Hop, hop. Ensuite, je voulais vous parler du Crypto Drink. Alors, Crypto Daily, c'est un format fun où en fait on boit de l'alcool avec modération. Mais il faut boire de l'alcool avec modération, c'est important, hein, bien sûr. Et il y a des questions qui sont préparées et voilà. Donc c'était le 4e épisode, je crois, qu'on a fait. Il devrait sortir d'ici un mois ou un mois et demi, donc je vais pas spoil ce qui s'est passé. Mais j'ai trouvé le format extrêmement intéressant, personnellement. Mais de toute façon, voilà, je fais une parenthèse dessus parce que Ben, c'est le poteau. Et je trouve le format intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que le concept de faire boire des gens pour qu'ils parlent, ça leur pète des filtres et des gens qui ont tendance à être un peu trop sur la défensive ou dans des calculs inutiles, tu peux voir au fond des gens. Moi, je suis de ceux qui pensent que les gens qui jouent des personnages, quand tu les fais boire, les masques, ils tombent. Les gens qui ne sont pas profondément sincères, tu le vois. On n'a jamais vu de dinguerie sur cette émission, que je sache, donc c'est que visiblement les gens sont assez sincères. Ensuite, c'est un format entertainment, on n'en a pas sur le marché des crypto-monnaies. Je pense que, en fait, je suis extrêmement bullish sur l'entertainment lié aux crypto-monnaies. Tout simplement parce que, en fait, vu qu'on est toujours en mode fonda, trading, prise de risque, argent,
En fait, si on est dedans et qu'on gagne de l'argent et qu'on comprend, on s'amuse. Mais les gens qui sont pas dans les crypto-monnaies, ça les fait chier en fait. S'ils sont pas in, ça les fait chier, tu vois. Ils essaient de comprendre. Par exemple, ils arrivent sur ce live crypto, ils restent 20 minutes et ils se barrent. Et le fait de pouvoir parler de crypto-monnaie dans un concept beaucoup plus rigolo, pas mal. Donc je pense qu'il tient un concept sympa et que si vous avez peut-être des capacités en montage, en script, en ce que tu veux, il y a énormément de choses à faire dans le monde des crypto-monnaies en termes d'entertainment sur de la vidéo, donc sur du format TikTok, sur du format short, sur du format story, sur du format long comme ici. Ça nécessite du budget bien entendu, donc c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais je suis sûr qu'avec un peu de bricolage, vous pouvez vous en sortir avec les copains. Voilà, donc tout à l'heure je parlais des tokens BRC20 et tout. Donc Baris, c'est une des premières rencontres que j'ai fait sur le marché des crypto-monnaies. C'est un gars qui a... ouais, je pense 10 ans de bouteille sur le marché. Et lui, il adore le dégène. Et en ce moment, il est très exposé à tout ce qui est BRC20, Ordinals, etc. Et quand le marché des alts a dumpé, il disait « Ouais, mais ça dump pas sur les BRC20 ». Bon, n'abusons rien. Mais en tout cas, il a vu venir Runestone. Là, il regarde tous les meme coins, enfin les jetons BRC20 sur Bitcoin. Et en fait, vu qu'il y a le halving qui arrive et qu'il y a Rune qui arrive, lui, il est dans une logique spéculative pré-halving. Pourquoi je vous en parle et pourquoi c'est intéressant? Parce que tout simplement, voilà, on est sur un marché, il y a eu la DeFi Summer, il y a les Layer 1 alternatifs où on mange toujours sur les très bons Layer 1 alternatifs, il y a les Real World Assets, il y a la Depin, il y a l'IA, etc., etc. Les layers de Bitcoin, les BRC20, les ordinals, c'est une narrative et c'est une narrative qui est tellement peu couverte par l'écosystème que tu peux manger là-dedans, au même titre que tu pouvais manger sur les NFT. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile, c'est probablement très risqué. C'est un peu le casino, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, faites attention, hein, quoi qu'on en dise. Parce que justement, ça fait peur, il y a des sous à faire. Comme ça l'a été avec les NFT. Et en fait, à partir du moment où tout l'écosystème va le couvrir, bah, ce sera trop tard. Comme la majeure partie des airdrops, on vous le disait déjà, les airdrops, oui, il y a de quoi manger. Mais c'est pas quand il y a des airdrops sur des Gito et compagnie que tout le monde se prend 15 000 boules et du coup que tous les autres s'y mettent que on va y arriver. Non, c'est déjà trop tard. Donc à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Donc très intéressant, il y a plusieurs façons de surveiller cet écosystème. Par exemple, vous tapez Magic Eden BRC20. Donc Magic Eden qui est une marketplace NFT multi-chain. Capital. Tu peux envoyer le lien s'il te plaît, Bazooka, je connais pas. Non, c'est pas ça que je veux. Ordinals NFT Marketplace. Voilà. Donc tu as ça. Tu as aussi le Twitter Magic Eden on Bitcoin, qui est intéressant pour se tenir au courant. Mais là, on est vraiment dans du dégène de chez dégène. Hein. Tu as ensuite l'exchange OKEX, qui a listé une place de marché dédiée à ça. Ah, c'est un Discord. Ah, il n'y a pas Twitter. Je vais rejoindre quand même. Curiosité. Verify, oui. Ah bah, là, ça vérifie. Hein. Ok. Donc, je disais, marché OKEX, tu as les ordinals d'un côté, les atomicals de l'autre. Donc, ce sont deux implémentations différentes de jetons avec des propriétés sous-jacentes. Le hack en live, comment ça? Web Capital, super. Voilà. Ensuite, tu as Unisat qui est un wallet, mais qui possède aussi en page d'accueil quelques informations. Donc, tu peux voir les derniers trucs à la con et tu peux voir les trucs tendance. Ok, tu m'as fait peur. Voilà. Et il y aura bientôt, en plus des BRC20, Ordinals et Atomicals, on va voir les runes et je pense que les runes vont tout rafler. Surveillez. Surveillez parce que je pense qu'il va y avoir de la spéculation court terme sur tous les premiers projets. Ensuite, liés au halving. Sur les Satoshi, nanani, nanana, ça va être sympa. Listing de Massa demain, t'es hype? Bah, je t'aurais dit oui si on n'avait pas cet instant où on sait pas trop si les alves vont plonger plus fort ou pas. On me dit dans le chat aussi, il y a un standard BRC100, donc bref, il se passe beaucoup de choses sur l'écosystème Bitcoin. Et je vous en parlais dans l'émission précédente, mais je vous en reparle ici. Il y a aussi sur le site l2.watch la possibilité de regarder les différents roll-up et sidechains de Bitcoin pour voir un petit peu ce qui se construit. Parce que vous inquiétez pas que tous les roll-up hype de cet écosystème vont intégrer des protocoles DeFi, vont intégrer des marketplaces de NFT et donc vont intégrer des jetons BRC20, Rune, etc. Parce que le but, c'est de créer un écosystème parallèle à l'écosystème Ether, Solana, etc. Donc je pense qu'on est early sur cette narrative-là. DeFi, BTC, Layer 2,
tout ce que vous voulez. Je pense qu'on est early là-dessus. C'est pour ça que je vous en parle. Et si vous avez des trucs vraiment stylés, n'hésitez pas à m'en parler aussi sur Twitter. Et sur le groupe Discord de Coin Academy, coinacademy.fr. Je vous mets le Discord dans la description. Et vous avez sur YouTube, rejoindre le club. Par exemple, je prends cette vidéo-là, hop, description. À chaque fois, vous avez toujours les liens pour nous suivre, moi et Picsou, sur YouTube et sur Twitch. Au moins Twitch. Vous avez les liens utiles, donc tout ce dont je vais parler pendant cette émission. Et vous avez le timestamp pour sauter au moment qui vous intéresse, mais aussi le Discord pour rejoindre du coup le club, ce que je viens de vous mettre là, et les formations gratuites et les liens pour nous soutenir si jamais vous créez un compte sur des exchanges. Ensuite, oh là 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 là, le poulet, 2 secondes. Nouveau standard de jetons sur Solana. Alors, pour vous donner le contexte, ça c'est le standard de jetons originel, token metadata. Ensuite, plus tard, il y a eu le standard de jetons token extension, appelé initialement SPL Token 2022, qui a permis de faire des économies. Metaplex, qui est historiquement le protocole qui permet en fait de minter des NFT. Quand ils ont vu ce nouveau standard de jetons SPL Token, ça leur a mis un coup de chaud, ça leur a fait perdre un petit peu cette position dominante. Donc ils ont créé Core, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et là, visiblement, il y a un nouveau standard qui s'appelle Nifty Asset, qui est un standard qui coûte encore moins cher pour le minting de jetons, etc. Donc il y a probablement des jetons qui vont se créer sur ce standard. C'est pour ça que je souhaitais vous en parler. Donc si vous êtes dans les NFT sur Solana, il y a un game à jouer, je pense, sur ce standard de jetons. Surtout que c'est un standard beaucoup plus ouvert, contrairement à celui de Metaplex. Ensuite, je connaissais pas ça, mais sur Debridge, vous tapez du coup Debridge Analytics. Vous pouvez voir un petit peu les mouvements de capitaux dans le temps. Donc en fait, vous pouvez voir par exemple qu'il y a pas mal de gens qui bougent d'Ether à Solana ou d'Ether à Base, Arbitrum, etc. Donc ça peut être intéressant d'espionner les mouvements de capitaux, si jamais. Solana Fire Dancer Mainnet Q4. Alors on a été invité par Solana à une petite soirée. Il y avait le numéro 3 de Solana, donc CryptoPicsou Austin. Déjà interviewé par CryptoPicsou, c'est pour ça que ça a été bien, tu vois, dans un premier temps, t'interviews la personne, et après tu la rencontres en vrai, elle te reconnaît, elle te considère, elle te parle, et du coup il nous a parlé de plein de trucs, et notamment du fait que Fire Dancer, ça serait plutôt pour le 4e trimestre. Donc rappel, Fire Dancer, nouveau client sur Solana qui va booster les performances de Solana, mais aussi la stabilité, et on peut espérer une chaîne qui ne plante plus, Alors c'est pas sûr, mais en tout cas ça va réduire considérablement les plantages. Donc c'est quelque chose de très attendu. Et qui plus est, techniquement parlant, il risque de tabasser absolument tous les autres Layer 1. Et sans faire mon suceur, je ne sais pas, face à ça, qui va réussir à suivre. Je suis très sérieux. Parce que si on compare, je parle de performance pure, hein, je vous dis pas, je vous dis pas de choses. Ouais, mais Monad, c'est 10 000 transactions par seconde et c'est EVM. Là, on sera sur des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de transactions par seconde, je pense. Hein. Donc, on sera pas du tout sur le même ordre d'échelle. Mais pourquoi pas Monad? Après, Layer N, pourquoi pas effectivement Layer N, s'ils y arrivent vraiment. Mais tu prends L2Bit. Ethereum souhaite scaler ses transactions via les rollups. Donc, quand tu vas dans Activity, tu peux voir le nombre de transactions totales. Donc, Ether plus tous les autres Layer 2. Et tu vois qu'on est actuellement à quelques centaines de transactions. Non, un peu plus d'une centaine de transactions par seconde. Quand tu tapes solana.fm, tu as le nombre de vrais solana.fm, tu as le nombre de vraies transactions par seconde. C'est-à-dire en enlevant toutes les transactions fantômes liées à la gouvernance, etc. On est sur du 800. Voilà. Bien entendu, les layers 2 d'Ethereum ne sont pas du tout à leur capacité maximale. Mais il n'y a pas l'activité on-chain pour. Pourquoi sur Solana, il y a beaucoup plus de ça? Parce que comme les frais de transaction sont beaucoup plus bas, il y a plein de transactions liées à de l'arbitrage. Donc, c'est pas de la gouvernance, c'est des bots. C'est des bots, mais c'est quand même des transactions. Qu'est-ce qu'un client? Bonne question. Un client, c'est un logiciel que tu fais tourner sur un serveur, un ordinateur pour faire tourner le logiciel Solana, en gros. Ou le logiciel Ethereum. Donc, tu vas avoir un client qui va servir au consensus, c'est-à-dire à se mettre d'accord sur les règles du réseau. Tu vas avoir un client qui sert à l'exécution, donc se mettre d'accord sur comment traiter les transactions, les opérations de type swap, bridge, etc. etc. C'est ça un client. Donc tu tapes par exemple Alchemy Ethereum Client List et tu peux voir que dans le cas d'Ethereum, il y a plusieurs clients
avec des implémentations différentes. Donc le C# qui est un langage de programmation, le Go qui est un autre langage de programmation, le Rust qui en est un autre. Voilà, donc ça veut dire que si tu as par exemple un bug lié au langage de programmation, bah, c'est pas grave. Comme tu es sur plusieurs langages, bah, à la limite, on coupe tous les validateurs de blocs sur ce langage, on patch le bug et on relance. Par contre, si imaginons tout Ethereum fonctionne sur un seul et même client, en cas de bug critique, tu es obligé de couper le client. Donc en fait, le réseau tombe jusqu'à quand on le redémarre. C'est pour ça que c'est pas souhaitable, c'est jamais arrivé. C'est fait par des sociétés externes en général, ou par la fondation, je crois, ou Consensus, mais voilà, c'est... Voilà. Nethermind, c'est une société externe, ça je sais. GETH, c'est le client le plus utilisé actuellement. Besu, c'est pour les entreprises. En général, il y a beaucoup d'entreprises qui forkent Besu, et les deux autres, je les connais moins. Donc c'est pour ça, quand on vous dit « Ouais, Solana, ça bug », oui, c'est vrai, c'est chiant, je suis d'accord, mais il est souhaitable qu'il y ait plusieurs clients. Et c'est pareil pour toutes les autres crypto-monnaies, hein. Toutes les autres crypto-monnaies ont un seul client et à terme, c'est pas souhaitable. Ah, intéressant. On me dit dans le chat que 90% des transactions sur Solana, c'est des bots. Ça m'étonne pas, hein. C'est leur droit, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, imaginons un swap de jetons, ça te coûte 3 centimes, mais tu te rends compte que tu as une opportunité d'arbitrage à 5 centimes, bah tu fais le swap pour prendre tes 2 centimes. Donc en fait, les bots, ils grattent les miettes comme des oufs. Parce que sur Ether, tu peux moins faire ça à haute fréquence, dans le sens où ça te coûte trop cher en frais de gaz. Vous voyez? Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ce lien? Ouais, je ne l'ai pas lu en entier. C'est juste que j'ai trouvé ça très intéressant. Modularité versus semi-modular. Alors, semi-modular, Tezos... Ah oui, parce qu'il est même au même niveau qu'Ethereum. Ok. Politique. Alors, politique, c'est la logique layer 0. En fait, tu as des chaînes souveraines ou des subnets ou des parachains. Et monolithique, ça veut dire que tu mets pas de roll-up. Mais en réalité, malgré lui, Solana va devenir semi-modular, hein, parce qu'il va y avoir des roll-up. Utilité du token Avail. Bah, du coup, je l'ai malheureusement pas lu, alors je vous propose qu'on regarde rapidement ce qui se dit. Le jeton n'est pas sorti, hein, mais pour rappel, Avail, c'est un projet qui sert de data availability layer, mais pas seulement, c'est-à-dire que contrairement à Celestia qui se spécialise exclusivement dans la data availability, Avail va proposer 3 types d'activités. Donc la data availability, mais aussi du staking multi-asset, donc je pense qu'il y aura du restaking, etc. Ce sera un concurrent des Gunlayer. Et le Nexus qui va servir de layer de coordination avec tous ceux qui bossent avec Avail. Donc par exemple pour avoir accès à une donnée précise pour faciliter l'interopérabilité. Voilà, donc il nous explique tout. Et en fait, le jeton Avail va servir de gas token pour ses différents services, pour payer les frais, mais aussi au staking. Voilà, je ne l'avais pas lu, mais en fait, je le savais déjà à peu près. Servir aussi au staking les différents services. Donc ça veut dire que si Avail devient un protocole de restaking, parce que de mémoire, il me semble que tu n'auras pas que Avail pour la sécurité. Tu pourras avoir d'autres tokens, dont le Avail. Et je ne veux pas dire de bêtises à ce niveau-là. Peut-être que ça n'a pas été énoncé que je spoil. C'est le cas, je m'excuse. Mais en tout cas, tu vas pouvoir sécuriser plusieurs réseaux de roll-up, etc. qui fonctionnent avec Avail. C'est-à-dire qu'ils utilisent Avail d'IA pour la data availability. On a 1h30. C'est pas mal, hein. Je trouve que c'est pas mal. J'ai terminé un peu au niveau de mes notes. Je trouve le format top. Je vous invite vraiment sur Coin Academy à regarder régulièrement ce qui se passe. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la PBW. Bah, la PBW, j'ai rencontré un vieil ami. Alors, je pense qu'il est intéressant d'en parler pour faire la petite aparté. Est-ce que vous vous souvenez de Dash? Je vais raconter ma vie 10 minutes et puis on coupera le live là-dessus. En gros, Dash, c'est un des premiers privacy coins. C'est un fork de Bitcoin qui a intégré le concept de masternode, c'est-à-dire que tu avais deux façons de faire les transactions. Soit des transactions classiques, soit faire des transactions via les masternodes. Et ces transactions via les masternodes, elles permettaient deux types de services, soit de faire des transactions beaucoup plus rapides, soit de faire des transactions anonymes. Donc en fait, il y avait 3 types de transactions. Les classiques visibles, les rapides via un masternode et les invisibles de l'extérieur via la blockchain, via les masternodes. Et donc, à l'époque, c'était un projet qui a cartonné parce que voilà, une narrative, plein de narratives en fait, tout simplement. Un coin utile avec des masternodes, donc la possibilité pour les masternodes de gagner des sous, parce que les masternodes c'est un peu comme un réseau très VIP de validateurs de blocs, où ça coûte très cher en Dash
pour pouvoir le monter. Mais par contre, bah, tous les frais de transaction collectés sur ce réseau-là, c'est pour toi. Ça peut devenir intéressant. Surtout si tu achètes ton Dash bien avant son explosion. Enfin, si les gars, ils ont acheté du Dash early, ça coûtait pas si cher que ça de faire un instant. Donc pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que mon collègue Alex Werner Busco, qui est un Toulousain, était, je crois, lead back-end engineer de Dash. Donc c'était quelqu'un qui a déjà des connaissances techniques assez avancées pour l'époque. Le projet est quand même sorti il y a très très longtemps. Donc très early dans les cryptos, une très grosse idéologie crypto-anarchiste, etc. Et donc bah, je le connaissais depuis 2017. J'ai fait mes tout débuts dans les cryptos avec lui, entre autres, à lui parler, pour qu'il me conseille, qu'il me donne son aspect idéologique, etc. Et en fait, je lui dis, ça donne quoi Dash? Bah, il m'a dit, Dash, ça a été un petit peu tué de l'intérieur, tué de l'extérieur. C'est-à-dire que comme c'était un privacy coin, ça a été un vecteur d'attaque pour les anciens gouvernements pour interdire le jeton en poussant les exchanges à le délister. Mais il m'a dit... il n'y a pas que ça, il y a aussi eu un changement de CEO et visiblement le CEO en question, ça n'a pas été top. Donc le projet est un peu finito pipo. Voilà, malheureusement, même s'il y a toujours des spéculateurs, voilà, Dash, c'est plus flamboyant comme avant. Hein. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, bah, j'ai croisé d'autres collègues. C'était un événement qui était assez B2B honnêtement. Donc je parle bien entendu du PBW 2024 à Paris. Qui est un event qui, si vous n'êtes pas étudiant, si vous payez votre ticket plein pot, vous payez vraiment très 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 cher, 900 balles. Après, tu manges à l'intérieur et tu as accès à des events sympas, hein, attention. Mais c'est clairement pas à la portée de tous et c'est pas le but en fait. Le but, c'est d'être plutôt pour les professionnels. Donc il y a toujours un moyen, si vous êtes développeur ou si vous passez par des partenaires, de payer moins cher, mais bon, tout le monde n'est pas au courant. Bref, donc ça se passait à Paris, il y avait pas mal de stands. Vous voulez un petit alpha ou pas? Ça va nécessiter de dig, mais... Est-ce que vous connaissez Sunrise Layer? C'est un Data Availability Layer avec un consensus qu'ils appellent Proof of Liquidity. C'est absolument inconnu au bataillon. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais de manière générale, c'est inconnu au bataillon. Et donc, laissez-moi 2 secondes. Laissez-moi 2 secondes que je retrouve sur mon WhatsApp les photos. J'en avais pas fait une note de photos. Attendez, j'essaie d'en trouver d'autres, excusez-moi. En linker mon WhatsApp. Allez, on va zoomer là-dessus. Donc en gros, de ce que je comprends, il y aurait 2 tokens. Ce serait compatible IBC, donc il y a une base Cosmos dessus. C'est un petit peu plus rapide que Celestia. Il y a des tweaks qui ont été effectués et il y a différents services qui vont être proposés. Donc ça va être encore... Pour moi, c'est un arbitrage entre Celestia et Avail. C'est de la Data Availability Layer, IBC-like, où ils vont proposer plusieurs types de services. Donc je sais pas. Voilà, c'est quoi Cosmos concrètement? Très bonne question. Alors, je vais faire un petit cours d'histoire. En fait, il y a toujours eu une course de comment on fait un Ethereum en mieux. Et donc, dès 2014-2015, alors, non, dès 2015-2016 plutôt, peu de temps après l'invention d'Ethereum, il y a des gens qui se sont déjà planchés sur des systèmes blockchain performants. Et il y en a qui sont partis dans la logique Layer 0, c'est-à-dire Internet des blockchains. Donc, il y en a 3. Avalanche, Cosmos et Polkadot. D'accord? En fait, Cosmos, c'est plusieurs choses. Cosmos, c'est un hub. Les nouveaux ici apprennent pas Cosmos, mais je vais vous expliquer. Cosmos, c'est un hub, une couche technologique appelée IBC. C'est-à-dire que, en gros, ils sont partis du principe, il n'y aura pas une blockchain, il y aura plein de blockchains, et donc il faut faciliter grandement la possibilité de créer rapidement une blockchain. Comme des roll-ups en fait. Sauf que la sécurité n'est pas la même. Dans le cas de Cosmos, pour le moment, tu crées ta propre blockchain en te basant sur le code informatique de Cosmos. Tu peux très bien changer le consensus, changer le block time, changer les frais, changer plein de choses. Il est très personnalisable, fait partie des plus personnalisables en fait. Et tu as aussi une technologie appelée IBC, Inter IBC Cosmos, je vais mettre. Donc tu as ce site là, mais tu as aussi le site dédié à IBC. Et en fait, c'est un protocole de communication qui s'appelle Inter-Blockchain Communication Protocol. C'est-à-dire que n'importe quelle blockchain Cosmos qui l'a intégré va pouvoir communiquer facilement avec les autres pour s'échanger des données. Donc sans passer par des oracles externes. C'est-à-dire que là, les données, c'est du natif. Et dans les données, tu peux avoir des jetons. Tu peux avoir des NFT. Tu peux avoir pas mal de choses comme ça. Donc c'est un protocole qui n'a jamais failli, mais qui a failli dans le sens où il y a déjà eu des failles de sécurité qui ont été découvertes et qui auraient pu permettre des dingueries. Je te donne un exemple. Imaginons que IBC se fait pirater.
tu as un actif sur différentes blockchains. L'actif, du coup, il a le même prix. Et on connaît son supply total. Mais imaginons que tu le pirates et que tu es capable de créer des nouveaux jetons sur une autre blockchain et ensuite de les bridger sur une autre blockchain. En fait, tu vas pouvoir niquer le système, soit choper plus de jetons, soit les vendre à un prix où ça devrait pas, etc., etc. Et donc, ça foutrait la merde dans tous les protocoles DeFi. Donc, tu as plutôt intérêt à ce que ton protocole il soit solide en termes de sécurité. Donc, Cosmos, c'est ça. Et donc, en fait, quand un projet se dit IBC compatible, en fait, il dit quoi? Il dit que si tu as un actif qui fait partie de cet écosystème Cosmos, tu vas très facilement pouvoir échanger des données avec les autres. Tiens, m'excuser, je suis un peu fatigué ce soir, donc des fois je bégaye un peu, vous m'en voudrez pas. Voilà, et donc on parle de Mesh Security. Il y a effectivement une nouveauté sur Cosmos depuis peu. C'est que si tu n'as pas envie d'avoir ton propre réseau de validateurs, tu peux profiter du réseau de validateurs existant de Cosmos. Et donc pourquoi tu entends moins parler de Cosmos si tu es nouveau ou que simplement tu t'intéresses en surface aux crypto-monnaies? C'est qu'il a énormément déçu à cause de son prix et que les gens sont toujours drivés par le prix. Les gens, si le prix il monte pas, ça veut dire que le projet c'est de la merde. C'est pas tout à fait vrai. Il y a du vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, aujourd'hui, le jeton Atom ne sert qu'à sécuriser la blockchain numéro 1 de l'écosystème Atom. Mais si tu veux voir toutes les blockchains de l'écosystème, tu vas sur Map of Zones, tu auras les plus grosses, tu verras les interconnexions entre elles, tu verras le nombre de transactions qui ont été faites via ABC, etc. etc. Donc les principales, bah, c'est Osmosis, Noble, Kujira, DYDX, Atom, hein, naturellement. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que là où c'est intéressant, c'est que Bitcoin peut servir indirectement à servir de gaz pour des transactions sur des sidechains, etc. Ethereum, l'Ether sert de frais de gaz, sert pour les transactions. Solana, c'est pareil. Atom, ça sert à faire du staking, ça sert à choper des airdrops, mais Cosmos Hub ne permet pas d'exécuter de smart contract. Il n'y a pas d'application en surcouche de Cosmos. Et il n'y a pas non plus de grosse marketplace de NFT où tu dois absolument payer en Atom. Donc en fait, tu n'as, à part la pure spéculation, tu n'as pas d'utilisation. Tu n'as pas de gaz. Donc en fait, moi, mon problème, c'est ça. On me dit dans le chat, ça a été voté la semaine dernière. Donc peut-être que ça va changer. Je veux bien, Scalp, que tu me tweets le vote. Je ne suis pas au courant. Et du coup, ce sont les autres projets qui permettent l'exécution de smart contracts. Osmosis, Stride, c'est plutôt du liquid staking. Donc, Osmosis, Kujira, c'est un gros écosystème DeFi, DYDX, etc. Intégration du Cosmos dans Atom. Là, du coup, ça va peut-être changer. Il y a peut-être du nouveau qui arrive. Actualité, regarde, c'est terrifiant. Hein. Regarde, tu vois, je suis pas au courant. Personne l'a couvert en France, dans les médias, rien. Mec, c'est où? Cosmosm. Dans Cosmosm, vous avez Wasm. Et Wasm, en fait, c'est en gros une technologie qui permet, avec différents langages de programmation, de faire des applications. Donc, Wasm, le Compatible Languages. Donc, tu as le C, le C++, le Rust, etc. Donc, les gens qui savent coder dans ces différents langages vont pouvoir coder des applications sur... Et donc, ça veut dire qu'il y a une nouvelle utilité au jeton Cosmos qui sera de servir de gaz les applications qui vont se construire sur Cosmos. Mais ça veut dire qu'il y a un vote qui doit passer. Ensuite, une fois qu'il va passer, il va falloir l'intégrer. Et ensuite, il va falloir que les applications, elles intègrent. Donc, ça va mettre un peu de temps. Le vote est passé, d'accord. Donnez-moi le lien, s'il vous plaît. Je vais sur quoi? Je vais sur Minscan. Minscan. Ouais, Minscan. Ensuite, je vais dans Proposal. Comme ça, Cosmos, Proposals. Donc là, Minscan, en fait, c'est pour voir tous les projets de l'écosystème Cosmos. Et ensuite, quand vous allez sur Proposals, vous pouvez voir tous les votes qui sont en cours. Et du coup, c'est où? Permissioned Cosmosm. C'est ça? On est d'accord? 895, voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup, j'étais pas au courant. Personne n'est au courant. Ok, bah, cool, franchement. Je me le note. Cosmos Hub Atom va enfin exécuter du code pour des apps. Et c'est bien que ce soit du Wasm parce que pour pouvoir vous donner un petit peu de contexte, Polkadot aussi, il y a du Wasm. Arbitrum Stylus aussi, il y a du Wasm. Donc regardez ça. Merde, faut que je retrouve. Une image vaut 1000 mots. Là, Arbitrum, c'est Ethereum. Donc c'est Solidity, donc c'est un langage. C'est-à-dire que tu veux faire une application sur de l'EVM, c'est un langage, c'est Solidity, tu te démerdes avec ça.
Wasm, c'est plusieurs langages. Donc, tu vas pouvoir soit te spécialiser en Rust, soit en C, soit en C++. Ensuite, ton code informatique, il va être converti en Wasm. Et ensuite, il va être exécuté sur la machine virtuelle Wasm. Donc, tu as de la performance, tu as de la sécurité, tu as surtout de la compatibilité. Parce que du coup, comme il y a de plus en plus de projets crypto qui utilisent le Wasm, tu vas pouvoir sauter de blockchain en blockchain et te spécialiser. En tout cas, nouvelle narrative pour Atom. Impact sur le prix, tu me dis ça fait une semaine, rien à branler. Le marché n'en a rien à branler. Et donc Arbitrum Stylus, c'est en cours de vote. Et quand le vote passera, et ben justement, Arbitrum, ce sera plus seulement de l'EVM, ce sera EVM plus Wasm. Donc, on aura plus de performance, plus de sécurité, plus de compatibilité, plus d'applications sur tous les layers 2, layer 2, layer 3, basés sur Arbitrum Stylus. Donc, ça arrivera bientôt. Je ne sais pas quand ça va être voté, quand ça va être exécuté, mais probablement à la fin de l'année 2024. Voilà les potes. Je pense que là, niveau format, on est pas mal, honnêtement. Je vous invite encore une fois à nous suivre. Mon Twitter, je vous le mets dans le chat. Le Twitter de Coin Academy où on couvre l'actualité à chaud, à froid, à tiède, tout ce que tu veux pour savoir tout ce qui se passe sur ce marché des crypto-monnaies. Évidemment, évidemment. Mon associé CryptoPixou, Baba Boy, dédicace. Et bien sûr, la chaîne de Coin Academy. Rediff direct après, rediff disponible le lundi sur la chaîne de Coin Academy. Voilà. Moi, je ne suis plus à Paris, donc on va pour s'activer. Je pense qu'on fera des lives ensemble sur ma chaîne Twitch, du coup Twitch TV .capetlevré. Je regarde si Asher est en live. Oui, il l'est. Je vais le raid. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao tout le monde. Ashred, Asher. Ah bah boy.